Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de démarrer un vlog lecture à thème puisqu'on arrive au mois de février et j'avais envie de me lancer dans un vlog romance. Oui, vous avez bien entendu, je vais lire des livres autour de la romance. Et j'en ai 3 à vous présenter d'autrices connues dans le monde de la romance contemporaine. D'ailleurs, j'ai déjà découvert 2 d'entre elles l'année dernière, à peu près à cette même époque, et j'ai envie de réitérer l'expérience. Le roman de l'une d'entre elles m'avait plu, mais sans plus. Ça avait été une lecture agréable, mais pas forcément un coup de cœur. Et l'autre autrice, par contre, avait été une véritable surprise. Je m'attendais à ne pas aimer, mais j'avais vraiment envie de découvrir quand même, de sortir de ma zone de confort. Et ça avait été l'une de mes meilleures lectures de l'année. Donc vous l'avez peut-être déjà compris, mais je vais au moins lire un titre de Ali Hazelwood et un autre d'Emily Henry. Ce sont 2 titres que j'ai pu me procurer à ma médiathèque, donc j'ai 3 semaines pour les lire. Et comme 2 titres c'était pas assez, j'en ai rajouté un 3e et c'est My Dear Fucking Prince de Casey McKinston. C'est publié aux éditions Lumen pour celui-ci, les 2 autres c'est aux éditions Hauteville. Et donc comme je vous le disais, je ne connais pas cette autrice. Ceci dit, j'ai vu l'adaptation télé de ce roman cet été je crois. Et étonnamment, j'avais adoré. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de découvrir le livre, puisque les thèmes qui étaient abordés dans le film, j'avais beaucoup aimé, mais je pense que ça sera encore plus approfondi dans ce titre. Donc rapidement, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, dans celui-ci, c'est une romance contemporaine entre 2 hommes. L'un d'entre eux est le prince chouchou de l'Angleterre et l'autre est le fils de la présidente des États-Unis. Sur la 4e de couverture, on nous dit qu'ils sont ennemis jurés. En réalité, c'est juste que ils s'apprécient pas beaucoup, mais afin de réchauffer les relations diplomatiques et internationales entre leurs 2 pays, ils vont être obligés de faire ami-ami et on va se rendre compte que ça va devenir plus que ça. Sur la 4e de couverture, on nous dit « Ils sont ennemis jurés depuis des années, mais que se passerait-il si le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre devenaient tout à coup beaucoup plus que des amis ?» Cauchemar d'attachés de presse, interrogations parfois intimes sur l'identité, la notoriété et l'ouverture d'esprit de l'opinion publique comme du système médiatique. Ce roman à la fois brillant, subtil et incandescent vous donnera tout simplement envie de retomber amoureux. Bon alors moi j'ai pas de problème pour retomber amoureuse, y a pas de souci. Mais comme je vous le disais, les thèmes abordés m'intéressent pas mal, donc notamment l'identité, la notoriété, l'ouverture d'esprit, l'opinion publique, le système médiatique et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui peut entourer ces thèmes-là. J'avais beaucoup aimé dans le film et je pense que ce sera approfondi ici, donc je suis assez pressée, d'autant plus que comme vous voyez, je l'ai déjà commencé en fait, j'ai eu une insomnie cette nuit, j'étais tenue éveillée par mes voisins qui préparaient je ne sais pas quoi dans leur cuisine, jusqu'à presque 2 h du matin. Bref, tout ça pour vous dire que je l'ai déjà commencé, il fait 600 pages et je suis à la page 89, donc je vais démarrer le chapitre 3. Les chapitres sont très longs, mais c'est tout aussi engageant que dans le film. J'ai dévoré ces 2 premiers chapitres, je les ai pas vus passer. J'ai donc aussi prévu de lire People We Meet on Vacation d'Emily Henry. Ici c'est un Friends to Lovers, de ce que j'ai compris on va suivre 2 amis, 2 personnes qui avaient l'habitude de passer tous leurs étés, donc chaque année de passer leurs vacances ensemble, mais un jour il y a eu une cassure dans leur amitié et ils ont arrêté de se voir. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux va proposer au second de nouveau partir en vacances ensemble et donc j'imagine que ça va déraper et partir en histoire d'amour. De cette autrice, l'année dernière, j'avais lu comme dans un roman d'été et même si ça avait été une lecture sympa, ça n'avait pas forcément été un coup de cœur non plus. J'étais plutôt contente de ma lecture dans le sens où je n'ai pas subi cette romance parce que oui, je ne suis pas très fan de romance. Pour quelqu'un qui vient d'ouvrir un vlog lecture autour des histoires d'amour, ça risque d'être compliqué. Enfin bon, tout ça pour dire que j'avais pas grand chose à reprocher à ce titre, mais j'avais pas eu le coup de cœur espéré non plus. Donc ici, avec People We Meet on Vacation, j'ai bon espoir d'accrocher encore un peu plus à la romance contemporaine. D'autant plus qu'ici, comme on va parler de vacances et de voyages, je crois qu'il est fait mention de road trip, ça risque de beaucoup plus me plaire. Et enfin, je ne peux pas parler de romance sans mentionner Ali Hazelwood. J'avais lu aussi l'année dernière The Love Hypothesis de la même autrice, et j'avais adoré. Ça avait été un véritable coup de cœur, l'une de mes meilleures surprises de 2023, si ce n'est
la surprise de 2023. Je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo des meilleures lectures de l'année 2023. Bref, je pense qu'il est grand temps de découvrir un autre titre de cette autrice. Ali Hazelwood, elle est connue pour ses romances contemporaines, mais surtout pour le fait qu'elle ancre ses histoires d'amour dans le domaine scientifique et le domaine universitaire, ce qui peut être assez intéressant. C'était déjà le cas donc dans The Love Hypothesis, mais ici j'imagine qu'on va découvrir une nouvelle facette du domaine universitaire avec ces deux nouveaux personnages. Et c'est tout ce que je sais de ce titre, je ne veux pas en savoir plus, je veux découvrir à la lecture, je veux être de nouveau surprise. La seule chose que je sais, malheureusement, parce que c'est la première phrase de la 4e de couverture, et c'est quelque chose qui m'avait un peu gonflé à la lecture du roman précédent, le personnage principal masculin, le love interest, chez Ali Hazelwood, il est toujours grand. Et donc, comme je vous disais, c'est la première phrase de la couverture, il est écrit « Oui, c'était un colosse taciturne, maussade et sombre ». Donc on est sur un personnage masculin gigantesque et grumpy au possible. Bref, un cliché chez Ali Hazelwood. Mais j'ai quand même hâte de découvrir cette autrice. D'ailleurs, je garde ce titre pour la fin du vlog. Je voudrais le lire en dernier parce que je pense que c'est celui qui est le plus susceptible de me donner un coup de cœur, étant donné l'historique que j'ai avec cette autrice. Enfin bref, j'ai donc 3 lectures pour ce vlog. Je vous retrouve dès que j'aurai un petit peu plus avancé dans My Dear Fucking Prince. De Ali Hazelwood. Ce livre a été la plus délicieuse et la plus efficace des distractions pendant que je traversais un moment difficile de santé. 4 étoiles. Je voudrais essayer de faire un petit point rapide sur ma lecture de My Dear Fucking Prince parce que j'ai dépassé la moitié et on est lundi, donc ça fait déjà quelques jours que je vous ai pas pris. J'aime beaucoup ce que je lis, j'adore le style d'écriture de Cassie McKinson, même si je connais déjà l'histoire parce que j'ai regardé le film il y a quelques mois et que ça reste quand même assez frais dans ma tête. C'est intéressant de le lire puisqu'il y a il y a des personnages qui sont dans le film mais qui sont pas tout à fait les mêmes que dans le livre, et il y a même un personnage en plus qui je trouve est quand même assez important. Donc il est en plus dans le livre, il n'était pas dans le film, donc ça m'a un petit peu fait bizarre au début. Je me suis dit que j'avais oublié une partie et en fait non, c'est juste différent. Donc ça c'est pour le côté sympa, parce que du coup, même si je connais l'histoire, ça me permet de découvrir quand même certaines choses. Le côté moins sympa, c'est juste super long. Il fait 600 pages. Je suis au chapitre 9, page 355. Donc les chapitres sont super longs. Et le livre en lui-même, il est juste ultra long. Alors, 600 pages pour une romance, ça commence à être balèze quand même. Même si je comprends, puisqu'il y a quand même besoin d'approfondir certains thèmes, d'approfondir les personnages. D'ailleurs, ils sont quand même très creusés, donc ça c'est plutôt cool. Mais il y a des moments où c'est trop long, quoi. La première scène Spicy, elle a duré 40 pages. 40 pages! C'est beaucoup trop. Donc voilà, j'aime ce que je lis, mais c'est trop long. Je vous retrouve, on est le 24 janvier et j'ai terminé hier après-midi My Dear Fucking Prince de Casey McKinson, donc le premier livre de ce vlog. Et juste après que je vous ai fait mon petit update très rapide, je me suis rendu compte que je vous ai pas parlé du tout de l'histoire de ce roman. Je vais mettre un peu plus sur le côté, j'aime pas trop vous montrer le livre de ce côté-là. Bref, comme je vous le disais, j'ai terminé My Dear Fucking Prince et il faut que je vous fasse un résumé assez rapide. Dans ce titre, on va suivre le point de vue d'Alex qui est juste ici. C'est le fils de la présidente américaine et au début du roman, il va retrouver le prince Henry qui est juste ici.
C'est le plus jeune des enfants de la famille royale et ils vont se retrouver dans le cadre du mariage du frère aîné d'Henri, en Angleterre donc, sauf que le courant passe pas du tout entre eux. Ça fait des années qu'ils se connaissent, ils se sont déjà rencontrés à plusieurs occasions dans le cadre de diverses rencontres politiques, puisque chacun représente à sa façon son pays, mais même s'ils essaient de faire bonne figure, en réalité, ils ne peuvent pas s'encadrer. Malheureusement, pendant le mariage de Philippe, le frère aîné donc, Alex va commettre une énorme boulette que je vous laisserai découvrir dans le livre mais aussi dans le film. Et à cause de ce scandale qui s'étale partout sur les journaux, Alex et Henri vont être obligés de faire croire au monde entier qu'ils sont les meilleurs amis du monde. Et comme vous vous en doutez, puisque c'est une romance, on va passer d'une rivalité à deux personnages qui ne peuvent pas s'encadrer, qui sont pas forcément ennemis mais qui vraiment ils peuvent pas se voir en peinture. Donc on va passer de ce stade-là à des amis, puis des amants. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimé lire, même si, comme je vous le disais précédemment, je connaissais déjà l'histoire puisque j'avais vu l'adaptation télé sur Amazon Prime, je crois. Mais ceci dit, il y a quelques petites différences dans le livre, du coup ça m'a quand même permis de redécouvrir l'histoire sans trop m'ennuyer. J'ai beaucoup apprécié les thèmes que ça aborde comme la quête d'identité, l'identité sexuelle, les notions de vie privée, vie publique, l'équilibre que nos personnages essaient de trouver entre les deux. Même si c'est un roman qui s'adresse plutôt aux jeunes adultes, j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture. Le seul bémol, comme je vous disais précédemment, c'est surtout que c'est super long. Il fait 600 pages. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait la première scène de rapprochement physique qui durait 40 pages. Pour la fin, c'est pareil, ça dure 40-50 pages, c'est trop long. Alors autant ça sert quand il s'agit d'approfondir les sentiments, les émotions des personnages, leurs origines, leur passé, leurs ressentis, là oui, mais on aurait pu faire plus court quand même. Pour moi, c'était pas un coup de cœur, puisque évidemment, je connaissais déjà l'histoire, mais j'avais quand même envie de lire le livre et de découvrir les différences qu'il y avait finalement entre l'adaptation cinématographique et le roman. Ça ne m'a pas empêché de rire à certains passages, de m'attacher aux personnages et de pleurer à d'autres situations, alors que je savais qu'elles allaient arriver. Donc je pense que si vous ne connaissez pas cette histoire, il y a de fortes chances que vous soyez bien plus impliqués que moi. Bon, puisque j'ai terminé ce premier roman dans le cadre de ce vlog, il faut que j'en commence un second. Et donc je vais lire People We Meet on Vacation de Emily Henry. Mais je ne vais pas le commencer aujourd'hui parce que il y a des choses de prévues aujourd'hui. Je vous amène à Cannes avec moi. Ce soir, il y a le concert d'un de mes groupes préférés, Royal Republic, que j'ai vu déjà plusieurs fois l'année dernière. Je vous avais emmené en vlog justement pendant certains des concerts. Donc là, il passe ce soir à Cannes, c'est à 1h, 1h30 de route de chez moi. Donc je vais y passer la journée. J'y retrouve une copine qui, elle, vit à Lyon et qui descend spécialement pour l'occasion. Donc je vais aller la retrouver. On va profiter du beau temps puisqu'apparemment pour aujourd'hui c'est prévu que ce soit quand même pas mal. Et après on va aller au concert. Donc je commencerai demain People We Meet on Vacation. Mais je pense que je le lirai quand même plus vite que My Dear Fucking Prince parce que 600 pages en grand format. Et ici on est sur du 400 pages dans un format, c'est du semi-poche. Bref, tout ça pour vous dire que là tout de suite, je vais aller filmer le bullet journal de février. Puis je vais me préparer et on part à Cannes. Je suis prête. J'aurai juste un pull à mettre et mon t-shirt de fan. Une fois que je serai arrivée là-bas, je vais pas le porter toute la journée. Et aussi, j'ai oublié de vous dire ici, ce qui était intéressant aussi au niveau de la lecture, c'est qu'on a plusieurs passages différents où on a des extraits de... Ici, des extraits de SMS, on a des extraits de discours, des invitations royales ici. Bref, ça ajoute un côté intimiste à la relation qui se dévoile sous nos yeux entre Alex et Henri, qui commencent à faire connaissance, qui commencent à se rendre compte qu'ils ont finalement plein de points en commun et qui s'apprécient plus que ce qu'ils ne pensaient. Voilà, et du coup, donc, c'est terminé pour celui-ci. Et finalement, j'ai changé d'avis. Je vais le mettre dans mon sac. Je me dis, on sait jamais, comme il fait super beau et que Cannes, je suis pas sûre qu'on ait vraiment grand-chose à faire. Peut-être qu'on va aller juste se caler sur la plage et du coup, j'aurai une lecture avec moi.
Royal République ce soir. Coucou. On a un concert de rock et on a des places assises. Mais bon. Un petit point récap puisqu'on est samedi matin, ça fait 3 jours depuis le concert, je commence à peine à m'en remettre. Ça a été une journée complètement chaotique, faut que je vous raconte. J'avais rendez-vous avec ma copine à la gare de Cannes parce qu'elle arrivait en train depuis Lyon, donc je devais la récupérer, on avait rendez-vous à 1h30. Moi j'y suis allée en voiture puisque j'habite à 1 heure de Cannes avec l'autoroute, donc c'était beaucoup plus rapide pour moi que de prendre le train et j'ai bien fait puisqu'il y a eu énormément de péripéties sur les rails. Ma copine devait prendre 2 trains, elle avait une correspondance à Aix-en-Provence, donc son premier train Lyon-Aix a été retardé de 20 minutes parce qu'il y avait un incendie sur les rails. Elle a réussi à avoir quand même sa correspondance à Aix et donc son deuxième trajet c'était Aix-Cannes et ça a été arrêté en cours de route parce que malheureusement il y a eu un accident voyageur, il y a quelqu'un qui s'est fait percuter par un train je pense. Et du coup elle est jamais arrivée à destination. J'ai dû aller la chercher, on s'est retrouvés à mi-parcours à Puget-sur-Argence. Du coup elle a fait les Arcs jusqu'à Puget-sur-Argence en taxi, donc elle a raqué comme pas possible. Et moi j'étais déjà arrivée à Cannes quand elle m'a dit qu'elle allait jamais arriver en train. Donc j'ai fait de chez moi jusqu'à Cannes en voiture. Quand je suis arrivée, elle m'a prévenu qu'elle serait jamais là. Donc j'ai fait Cannes, Puget-sur-Argence en voiture. Je l'ai récupérée et on a fait Puget-sur-Argence, Cannes de nouveau. Donc finalement, au lieu d'arriver à 1h30 à Cannes et de se retrouver tranquillement, d'aller balader, profiter du soleil parce qu'il faisait un temps magnifique, eh bien on s'y est rendu. Il était 4h, 4h30. Donc le temps d'aller à l'hôtel déposer ses affaires, faire 2-3 trucs, eh bien le soleil se couchait presque, donc on n'a pas vraiment profité de la journée, c'est dommage, mais on s'est quand même baladé sur l'espèce de promenade, on a longé la plage, c'était très sympa. On s'est rendu au Palais des Festivals pour notre concert, on s'est dit on va y aller en avance, comme ça on a des bonnes places, sauf que c'est une catastrophe. Si un jour vous devez vous rendre au Palais des Festivals, peu importe la raison, c'est une catastrophe, rien n'est indiqué. Donc allez-y à l'avance, ne serait-ce que pour repérer où vous devez vous rendre parce que nous, l'ouverture des portes apparemment c'était à 20h, on y était à 18h puisqu'on voulait être là en avance, comme toujours. On n'a jamais réussi à trouver l'endroit où il fallait faire la queue. Par contre, on a été le point information pour des dizaines et des dizaines de personnes qui se rendaient à un autre concert qui commençait plus tôt et qui était donc dans une autre salle. Bref, l'organisation pour cette convention du Midem 24, ça a été absolument n'importe quoi. Je crois que c'est la pire organisation que j'ai jamais vue. Et après, vous avez vu les images, on est arrivé dans la salle de concert et quelle n'a pas été notre surprise quand on s'est rendu compte qu'on avait des places assises. Encore une fois, nous on allait à un concert de rock, on a l'habitude d'être debout, d'être dégoulinante de sueur, de hurler à plein poumon. Et là, on était entouré de personnes, pas forcément âgées, mais bien plus âgées que nous. Ça nous a fait très bizarre. Heureusement, il y avait quand même pas mal d'ambiance et beaucoup de personnes étaient là pour le concert comme nous. Donc pas mal de monde s'est levé
avant même que le concert commence et finalement il y avait quand même une super bonne ambiance. Et après ça on s'est rendu à l'after party qui était toujours organisé dans le cadre de la convention, donc il y avait un DJ, il y avait une piste de danse, c'était super, il y avait franchement une très bonne ambiance. Nous on y restait jusqu'à 1h du matin, après on n'en pouvait plus, on est rentré à l'hôtel, on s'est couché et voilà, depuis j'essaie de récupérer mais c'est compliqué. Jeudi j'étais donc une loc ambulante, j'avais prévu de commencer People We Meet on Vacation mais évidemment ça n'a pas du tout été possible vu mon état de fatigue. Donc je l'ai commencé hier, je suis rendue à la page 73 au chapitre 6. Et pour l'instant, je dois dire que j'aime plutôt pas mal. On suit ici Poppy et Alex, enfin principalement Poppy. Ils ont été meilleurs amis du monde pendant environ 10 ans et ils avaient pris l'habitude de faire un voyage chaque été dans une nouvelle destination pour sortir un petit peu de leur zone de confort. Poppy et Alex sont aux antipodes l'un de l'autre. Elle est très extravertie, elle aime être vue, elle est exubérante. Quant à lui, c'est le mec un peu ringard sur les bords, il porte toujours les mêmes tenues, il aime le calme, il aime pas la musique très fort. Il a besoin que tout soit carré, que tout soit précis, que tout soit très bien organisé. Mais ça ne les empêche pas d'être les meilleurs amis du monde. Donc comme je vous disais, chaque année, ils ont l'habitude de faire un voyage, une nouvelle destination et donc de partir ensemble rien que tous les deux. Mais apparemment, une année, il y a eu une coupure et donc au niveau du présent, on les suit, enfin on suit Poppy du moins, 2 ans après cette rupture amicale. Et on voyage un petit peu dans le temps, dans le sens où de temps en temps, on a des chapitres qui reviennent parfois sur leur rencontre, parfois sur l'un des road trips, l'un des voyages qu'ils ont fait ensemble. Et je pense que le roman va être structuré de telle façon à reconstituer un petit peu le puzzle pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cette cassure amicale. Bref, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Et comment cette histoire d'amitié va se retrouver à en devenir une histoire d'amour, puisque je vous le rappelle, c'est une romance. Au début, je voyais pas trop comment j'allais m'attacher aux personnages parce que justement, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et je me demandais comment ils allaient accrocher entre eux et comment moi j'allais accrocher avec eux. Et l'un des derniers chapitres que j'ai lus, c'est quand ils se sont rencontrés à la fac. Donc on se rend compte que ils se rencontrent, eux-mêmes réalisent qu'ils n'ont rien en commun, donc chacun passe son chemin. Mais ils se retrouvent un petit peu plus tard à la fin de la première année de fac et finalement ils accrochent énormément durant leur premier road trip finalement. Et j'ai adoré ce chapitre, c'était trop bien. J'avais le smile en fait tout le long de ma lecture, donc j'ai vraiment hâte de continuer à le lire. Coucou tout le monde, je voulais vous faire un rapide récap parce qu'on est mercredi, on est le 31 janvier. J'ai terminé il y a quelques jours People We Meet on Vacation. Je l'ai terminé chez mes parents lundi matin, je crois. Ouais, c'est ça, lundi matin. Et j'ai eu besoin de faire une petite pause dans la romance. Pas forcément à cause de ce livre, hein, mais c'est juste que trop de romance d'un coup... ça fait too much pour moi. Donc, j'ai terminé celui-ci il y a quelques jours et j'en ai profité pour terminer ma lecture du tome 3 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc comme ça, j'ai profité de ce petit break, mais j'ai continué à lire quand même. J'ai juste avancé dans une autre lecture. Donc je l'ai terminé, mais je vous en parlerai dans l'update lecture de janvier. Donc j'en reviens à People We Meet on Vacation que j'ai absolument dévoré. J'avais l'intention de vous faire des petits updates au cours de la lecture et finalement, je crois que je vous ai pris une fois au tout début et une fois vers la moitié. Je sais plus. En attendant, ça a été une super bonne surprise. Je m'attendais pas à apprécier autant à la fois l'intrigue, l'histoire d'amour, mais aussi les personnages. J'étais hyper attachée aux personnages, genre je voulais faire partie de leur bande de potes. Et comme je sais plus ce que je vous dis et ce que je vous ai pas dit, je vais recommencer depuis le début. Donc on suit Alex et Poppy qui sont amis depuis la fac. Et au début du roman, on sait déjà que ces deux meilleurs amis pour la vie ne sont plus en contact. Il y a eu une cassure à un moment donné, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qui s'est passé, on l'apprend au fil du roman.
Mais ces deux amis-là avaient l'habitude de partir en vacances chaque été. Ils se faisaient un road trip ensemble jusqu'à donc cette cassure. Et au moment présent, on suit Alex qui, c'est pas que rien ne va dans sa vie, au contraire tout va bien, mais elle s'ennuie. Et elle va finir par se rendre compte que c'est parce que Alex lui manque. Ça fait 2 ans qu'ils sont pas partis en vacances ensemble et qu'ils ont très peu de contact. Genre ils s'envoient un SMS chacun pour leur anniversaire et basta. Donc elle va essayer de se rabibocher avec lui et évidemment ils vont repartir en road trip ensemble. C'est un peu la dernière chance en fait pour leur histoire d'amitié. Donc on a plusieurs temporalités. La principale c'est évidemment celle du présent où ils sont dans leur road trip de la dernière chance. Et il y a aussi d'autres temporalités dans d'autres chapitres où on va suivre les autres road trips qu'ils ont fait des 8 premières années de leur amitié finalement. Donc on va voyager avec eux, on va rencontrer de nouvelles personnes avec eux et on va voir un petit peu comment ces road trips et ces vacances vont impacter leur histoire d'amitié, leur histoire d'amour peut-être, et leur relation surtout. Et comme je vous le disais, j'ai adoré l'histoire et j'ai surtout adoré les personnages. J'ai adoré Poppy, qui est donc le personnage principal, celui qu'on suit. J'ai ultra adoré Alex, son meilleur ami. J'étais genre, il est trop bien, c'est le meilleur homme sur Terre en fait. Alors même que c'est un gros rabat-joie de service, mais il l'assume. Bref, je suis trop contente. Je me suis rabibochée avec Emily Henry, c'était mal parti, mais là, je suis à un point où je me dis que j'ai trop hâte de découvrir ces autres titres. Très bonne surprise. D'ailleurs, si j'avais dû faire un classement au début de ce vlog, j'aurais dit People We Meet on Vacation à la fin, genre celui que je vais le moins apprécier. Ensuite, j'aurais mis My Dear Fucking Prince, juste là. Et en numéro 1, comme si c'était le coup de cœur annoncé, Love on the Brain, que pour rappel, je n'ai toujours pas commencé. Donc ça aurait été mon pronostic du moins préféré au plus préféré ici. Maintenant, je pense que... Alors celui-ci, je le retire de l'équation puisque je ne l'ai pas encore lu. Honnêtement, je pense que... Pour le moment, je suis plutôt comme ça. Et potentiellement, on serait ici à la fin du vlog. On va voir. Enfin bref, comme je vous le disais, j'ai toujours pas lu Love on the Brain, mais je vais le commencer ce soir, je pense. D'habitude, je n'ai pas de lecture en cours et surtout, j'essaye de faire attention à ne pas avoir 2 livres sur la même journée. Donc même si j'ai terminé aujourd'hui le tome 3 de La Passe Miroir, en principe, je devrais pas commencer Love on the Brain parce que mon cerveau a un peu de mal à différencier 2 histoires si je les lis dans la même journée. Donc j'ai tendance à me laisser une nuit de répit finalement, une nuit de repos pour mon cerveau, pour qu'il prenne conscience que ça c'est fini, et donc on peut démarrer celui-ci. Ceci dit, je suis quand même très pressée de commencer le nouveau Hailey Hazelwood, enfin nouveau pour moi, mais pas nouveau pour vous, puisque ça fait un petit moment qu'il est sorti, je me demande si ça fait pas un an. Bref, c'est son dernier en date en français. J'ai trop hâte de découvrir ces nouveaux personnages et de découvrir ce qu'elle a pu faire dans celui-ci. Sachant que j'ai l'impression que je vois de plus en plus d'avis de gens qui ont lu à la fois The Love Hypothesis et celui-ci, et qui préfèrent celui-ci. Donc je suis encore plus curieuse de découvrir de quoi il s'agit. Donc voilà, c'est fait. La prochaine fois qu'on se voit, je suis lancée devant cette lecture et je vous en parle. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire pour People We Meet on Vacation, c'est... le titre. À la fin du livre, il y a une note de l'autrice qui dit qu'elle a appelé comme ça parce que elle voulait que ça ait un rapport avec que son histoire, en fait, elle raconte à la fois une histoire d'amour et l'histoire de ces histoires de voyage dans les road trips. Dans les voyages, on rencontre toujours des gens qui ont plus ou moins un impact sur notre vie ou sur nos vacances ou bref. Elle voulait que son histoire puisse parler de ces rapports-là aussi. Et moi, j'ai trouvé que c'était pas le cas. Malgré le titre, en fait, c'est l'histoire de comment Alex et Poppy tombent amoureux. Et genre, ils sont amoureux depuis le début, en fait, c'est juste qu'ils s'en rendent pas compte. Et ces histoires de relations avec des gens qu'on rencontre en vacances, alors elles sont présentes, mais elles sont là en arrière-plan finalement. Et elles ont un petit peu d'impact sur leur relation, oui, mais pas tant que ça finalement. Et j'aurais aimé
que ce soit plus présent en fait dans le roman, que ça ait, pas forcément que ça ait plus d'impact sur leur vie, mais que ça soit plus présent pendant leurs vacances. Voilà. Autrement, l'histoire d'amour entre Alex et Poppy. Trop mignon. D'ailleurs, ça me fait penser que, je sais pas si vous avez vu How I Met Your Mother, et dans un épisode vers les dernières saisons, il y a les enfants de Ted qui lui disent oui mais en fait tout ce que tu viens de nous raconter c'est pas l'histoire de comment tu as rencontré maman, c'est l'histoire de comment tu es tombé amoureux de tante comment elle s'appelle déjà, Robin. C'est l'histoire de comment tu es tombé amoureux de tante Robin. Bah finalement c'est un peu le ressenti que j'ai avec People We Meet on Vacation, l'autrice qui nous dit c'est l'histoire de relations pendant les vacances et comment elles peuvent impacter une relation. Non, moi je trouve que ce roman c'est l'histoire de comment Alex et Poppy sont tombés amoureux l'un de l'autre sans s'en rendre compte. Bref voilà, c'était juste un petit aparté que j'avais envie de vous faire et ça m'a pas du tout empêché de kiffer ma lecture. Les amis, c'est l'heure. Le livre est prêt. Le marque-page est prêt. Les petits post-it pour les notes et les citations, c'est prêt aussi. C'est parti! Un rapide update parce que j'ai lu 2 chapitres de Love on the Brain, mais tout d'abord je voulais juste vous dire que mes tulipes revivent, je suis trop contente. Elles tiraient une gueule pas possible quand je les ai installées et j'avais peur que ce soit déjà fini pour elles, mais non. Voilà, les petits bonheurs de la vie, je suis trop contente. Bref, je vous disais que j'ai lu 2 chapitres de Love on the Brain et je sens que je vais vraiment adorer ce roman. On suit ici Bee qui travaille dans les neurosciences, elle est toujours à l'université. Je sais plus si elle est à l'université ou si elle travaille à l'université. C'est un domaine que je comprends pas très bien. Bref, en gros, on suit Bee, scientifique et absolument fan de Marie Curie. Genre, son idole c'est pas une rockstar ou quoi, non, son idole c'est Marie Curie. Bref, Bee a 28 ans et elle vient d'être nommée dirigeante d'une mission à la NASA. Du coup, elle est ravie. A priori, de ce que j'ai compris, c'est une mission qui va s'étaler sur 3-4 mois. Donc j'imagine peut-être sur les vacances d'été et après elle va partir, elle va rentrer à l'université. Là encore, j'ai pas tout bien compris, mais c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire qu'elle a une opportunité en or en tant que femme scientifique de pouvoir montrer de quoi elle est capable. Et au début, même si elle croyait qu'elle allait diriger cette mission, il se trouve qu'en réalité, elle va co-diriger cette mission et que son collaborateur n'est autre que Levi Ward qui était à l'université avec elle et ça s'est pas très bien passé entre eux. On l'apprend dès le premier chapitre, Bee et Levi, c'est pas trop ça. Je pense que c'est surtout des quiproquos, mais en gros, lui ne pouvait pas la piffrer. Du moins, c'est le ressenti qu'elle a. Et du coup, en retour, elle ne peut pas le sentir non plus. Elle a la sensation que dès qu'il peut, il la dénigre notamment sur son travail et c'est quelque chose qu'elle apprécie pas du tout. Donc en retour, elle ne peut pas se l'encadrer. Et évidemment, ils vont devoir bosser ensemble. Ils se sont pas vus depuis 6 ans parce que lui, il a 5 ans de plus qu'elle et du coup, même s'ils ont été en contact qu'une seule année à la fac, ça a laissé des traces. Et forcément, quand elle apprend qu'elle va être obligée de travailler avec lui, elle est pas ravie du tout. Voilà, ça c'est ce qui se passe dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, on la suit donc, elle part à Houston, elle va commencer à s'installer pour sa nouvelle mission à la NASA. Elle n'a pas encore rencontré Levi, elle le rencontre à la fin du deuxième chapitre, mais vraiment sur les dernières lignes. Ce qui est important dans le deuxième chapitre, et c'est une composante que je pense je vais énormément apprécier, c'est un côté qui va me faire encore plus kiffer l'histoire. C'est le fait que Bee, déjà femme scientifique, donc profondément féministe,
c'est ancré en elle, puisqu'elle est constamment obligée de se battre contre les dictats du patriarcat. Mais surtout, Bee, et c'est son petit secret, elle est l'administratrice d'un des comptes Twitter les plus populaires qui dénonce le patriarcat dans le domaine universitaire scientifique. Elle est suivie par près d'1 million de followers et du coup c'est un peu une célébrité dans son monde. Et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment me plaire parce que sous couvert des réseaux sociaux, elle va dénoncer ce qui va pas dans la société et notamment au travers du prisme de l'université et des sciences. Et surtout, il se trouve qu'elle est en contact depuis des années avec un autre administrateur d'un autre compte aussi très populaire dans le domaine des sciences. Ils ne se connaissent pas, c'est-à-dire qu'ils se sont jamais vraiment échangé leur nom, ni de photos ou quoi que ce soit, ils sont juste en contact virtuel entre eux. Mais ils s'apprécient beaucoup, ils se défendent l'un l'autre et surtout, je le sens venir gros comme une maison, qu'en réalité, c'est Lévi, l'administrateur de cet autre compte Twitter. Et je pense que je vais beaucoup aimer cette dynamique-là parce que si c'est le cas, dans la réalité, j'ai l'impression qu'ils vont pas pouvoir se sentir et que ça va être une relation, pas forcément enemies to lovers, mais rivaux to lovers, je pense. Par contre, dans la dimension virtuelle, ils se défendent, ils sont amis, ils sont proches. Ça va être trop bien. Si c'est vraiment ça, c'est obligé que ce soit ça, c'est gros comme une maison. Mais si c'est ça, je vais me régaler. Vraiment, je vais me régaler. Allez, sur ce, j'y retourne. Je vous retrouve parce qu'il est temps de clôturer ce vlog. J'ai terminé Love on the Brain il y a quelques jours. Je vous ai pas repris, je vous ai pas reparlé de ce livre parce que j'avais moyennement le moral ces derniers temps. Du coup, je suis restée hors caméra. Mais ça commence à aller un petit peu mieux. Rien à voir avec la lecture, hein, d'ailleurs. C'est juste la vie perso. Ça va, ça vient. Mais bon, ça arrive. Mais bon, pour en revenir à la lecture, eh ben, c'était une très chouette lecture. Je crois que je l'ai pas autant apprécié que The Love Hypothesis, mais je pense que c'est parce que le premier roman, ça avait été vraiment une surprise. J'étais quasi persuadée de pas aimer et en fait, j'avais surkiffé. Alors que là, il y avait cet élément de surprise en moi puisque j'étais quasiment sûre que j'allais apprécier ma lecture. J'ai adoré le personnage de Bee, j'ai adoré le personnage de Lévi. J'ai beaucoup apprécié cette relation qu'il y a entre les deux où en fait, Bee, elle est persuadée qu'elle est la rivale de Lévi, qu'ils peuvent pas s'encadrer. Sauf que lui, dès le début, c'est clair que il l'apprécie bien. Du coup, on a une vision complètement différente de cette relation selon qu'on la regarde au travers de Bee ou de Lévi. Et évidemment, j'ai aussi adoré le fait que ça se passe toujours dans cet univers, pas forcément universitaire, mais le domaine scientifique, où malheureusement, les hommes ont la main mise puisque les femmes sont en minorité, malheureusement. Mais j'ai adoré avoir ces personnages féminins forts, que ce soit Bee ou que ce soit les autres personnages féminins qui gravitent autour d'elle. Je n'en dis pas plus, mais j'ai vraiment adoré. Aussi, mention spéciale au côté réseaux sociaux et à ses dérives possibles. J'ai bien aimé la manière dont ça a été amené, dont ça a été traité, dont ça a été résolu finalement. Et aussi, en ce qui concerne le méchant de l'histoire, c'était sympa, d'autant plus que c'était pas que une raison de genre. Je peux pas trop vous dire sans vous dévoiler forcément l'intrigue et vous spoiler un peu tout cet élément-là. Mais en gros, j'avais peur que ce méchant de l'histoire donc soit méchant juste parce que Bee est une femme et qu'elle travaille dans le domaine scientifique. Or, c'était pas du tout ça et j'ai trouvé ça chouette. Dernier élément que j'ai apprécié dans ce roman, c'est que l'autrice a quasiment abandonné sa fixette sur tous les adjectifs et synonymes de l'être masculin, viril par excellence, mais surtout très très grand. Alors oui, il est mentionné une fois ou deux que Lévi, oh mon dieu, il est super grand et moi je suis toute petite. Mais ça n'a rien à voir avec le nombre de fois où c'était amené dans The Love Hypothesis et où j'avais vraiment levé les yeux au ciel en me disant c'est bon, on peut passer à autre chose. Là, c'est pas le cas. Merci. Le seul petit bémol que je reprocherai à ce livre, c'est la sous-intrigue au niveau de l'identité virtuelle de Bee et la possible identité virtuelle de Lévi. Je vous l'avais dit dans un précédent update, Bee, elle est
administratrice d'un compte Twitter hyper populaire. Et elle dialogue régulièrement avec l'administrateur d'un autre compte hyper populaire de Twitter. Mais ils savent pas qui ils sont, ils se sont jamais vraiment présentés et restent anonymes l'un pour l'autre, mais ils ont quand même échangé pas mal d'anecdotes et de tranches de vie, donc ils se connaissent quand même plus ou moins, mais c'est juste qu'ils n'ont pas partagé leur identité réelle. Bref, on comprend très vite que Bee, en réalité, elle discute avec Levi depuis toutes ces années, puisque c'est apparemment lui qui est l'administrateur de ce fameux compte masculin. Et pour nous, en tant que lecteurs, ça crève les yeux, c'est sûr. Mais pour eux, bah, ils font pas forcément le rapprochement. Alors ça m'a pas posé de soucis. Mais là où j'ai un problème, c'est que quand ils découvrent que ah oui, que ferait Marie, c'est Bee, et que ah oui, bah Junk, c'est finalement Levi, bah ils se posent pas plus de questions que ça et ils échangent pas forcément sur le sujet. C'est juste ah ouais, tu savais depuis quand? Ben je viens de l'apprendre, et toi? Ben moi aussi je viens de l'apprendre. Et je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé avoir plus de parallèles et plus d'échanges là-dessus, sur cette révélation. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je voulais juste mentionner qu'il y a certaines scènes spicy. Je pense que celui-ci, c'est celui qui est vraiment le plus épicé, le plus imagé en termes de scènes intimes. D'ailleurs, si je devais faire un classement, je dirais que People We Meet on Vacation, c'est le plus sage. Au-dessus, il y aurait My Dear Fucking Prince, parce que cette fameuse scène qui dure 40 pages. Mais vraiment, le plus cru, le plus osé, le plus imagé, c'est Love on the Brain. Du plus sage au plus coquin. Comme je sais que ça peut être un élément à prendre en compte pour la lecture, je préfère vous le dire en avance. Et sinon, je crois que j'avais dit... Ben, je crois que j'avais ce classement-là aussi sur ma prévision de préférence, et je pense que effectivement je vais rester plutôt là-dessus, mon moins préféré et mon plus préféré, sachant qu'en réalité ça se joue à pas grand-chose, puisque j'ai vraiment énormément apprécié mes 3 lectures. C'est juste que celui-ci je connaissais déjà l'histoire et c'était beaucoup trop long. Ici j'ai pas forcément grand-chose à lui reprocher, c'était vraiment chouette. Et Love on the Brain, bah, comme je vous disais, pas forcément la surprise que j'attendais, mais en même temps c'était prévisible, étant donné que, en fait, j'étais quasiment sûre que ça allait me plaire. Il y avait peu de chances que ça dérape. Ceci dit, j'ai un petit regret. Je pense que j'aurais aimé lire plus de choses différentes dans le genre de la romance, puisque finalement à chaque fois c'était une romance type rom-com. C'était très sympa, mais du coup c'était pas forcément varié, et j'aurais bien aimé varier un petit peu le truc justement. Donc voilà, expérience sympa, mais j'aimerais bien lire autre chose autour de la romance pour voir si ça me convient. La rom-com, je sais que c'est le cas. La romance historique, je pense que ça pourrait pas mal me plaire. J'en ai lu quelques-unes l'année dernière. Ça m'a pas forcément marqué, mais je suis sûre d'en avoir lu. J'aimerais bien réitérer l'expérience. Si vous avez des suggestions, des recommandations, n'hésitez pas à me dire ça dans la section commentaires. Et avec tout ça... joyeuse Saint-Valentin. Que vous la fêtiez ou pas d'ailleurs, que vous soyez en couple ou pas. Personnellement, je ne suis pas en couple, je ne la fête pas. Mais je pense que je vais me faire un petit cadeau, un livre, des fleurs, une boîte de chocolat. En parlant de fleurs, il faut que je les change, celles-ci elles sont vraiment au bout de leur vie et j'en ai racheté d'autres, donc je vais pas tarder à aller les changer. Autrement, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner surtout si c'est pas déjà fait. Et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!